André Carpentier de retour pour le 2e épisode. Ben oui. Au c'est le CHU. fun. Oui. On dit-tu CHU encore? Parce que moi, quand On j'étais dit CHU, il y en a qui disent je me rappelle du CHUS. Téléthon du CHU. Oui, mais c'est le pour temps, moi, ça a toujours été le CHU. À Télé 7, il y avait le Téléthon du CHU. Ouais. La fondation du CHU. Exactement. Bon. Là, on va déplacer notre angle. Comment on pourrait le présenter, cet épisode-là? Démocratisation de la recherche. Voilà. peut-être? OK. Et là, on n'est pas seul. Non. On a 2 nouvelles personnes qui s'ajoutent. qui ont l'air un peu tannantes. Catherine Wilhelmy, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de vous. Ben moi, je suis patiente partenaire en recherche. Oui. C'est une forme de participation citoyenne à la recherche. C'est Oui. une façon d'amener l'expérience qu'on a eue d'une situation problématique Oui. de santé, Ouais. puis de la mettre au profit de la recherche, puis éventuellement des suivants. Est-ce qu'on peut dire pourquoi vous étiez ici? Comme patiente? Aucun problème. Ok. J'ai eu un cancer du sein, une Oui. forme de cancer Oui. du sein. Oui. Puis, à un moment donné, dans le parcours de soins, j'ai eu une idée d'un projet de recherche. Wow. Puis, je l'ai amené à une personne qui s'occupait du partenariat patient Ok. à l'époque ici. On va trop vite. Excusez. Oh, non, on va trop vite. Ta gueule, Catherine. Non, je n'irai pas jusque-là. Magali Brodeur, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de vous. Ben moi, je suis médecin-chercheur Oui. au Centre de recherche du CHU. Oui. Dans le cadre de mes travaux, je m'intéresse aux dépendances comportementales et j'aime beaucoup travailler en... Attendez, aux dépendances, ça veut dire quoi, ça? Ah, ça, c'est toutes les dépendances qui sont sans substance. Ah. Donc, on pense à Internet, médias sociaux, gambling. Donc, Intéressant. ça, c'est ma passion. Intéressant. Le gambling ou les dépendances? Les dépendances. OK. OK. Et puis, moi, dans le cadre de mes travaux, j'aime beaucoup travailler avec les acteurs du terrain, y compris les patients, les organismes. Donc, c'est un peu par cette porte-là que je suis tombée dans le partenariat patient. Mais j'ai l'impression que ça fait pas si... Peut-être que je me trompe, là, mais ça fait pas si longtemps qu'il y a une collaboration entre les scientifiques, entre les patients et les chercheurs. Ça fait à peu près ça fait une dizaine d'années. Bon, c'est pas longtemps. 2014, les instituts de recherche en santé du Ouais. Canada ont adopté une stratégie de recherche axée sur les patients. Ouais. Puis c'est à peu près là que ça a Ok. commencé que l'intérêt C'était a quoi commencé l'idée derrière ça? d'amener une meilleure adéquation entre les idées des chercheurs puis les besoins des Ouais. poissons, Oh. des patients. On avait un lapsus Blah. ici, là. Un lapsus intéressant. Le grand aquarium de la recherche. Faut sortir du préjugé que les gens ont. C'est quoi le préjugé? Ben, que la recherche, c'est épeurant, qu'on va être des rats de laboratoire, que ceci, cela. Il y a quand même beaucoup d'évolutions qui ont eu lieu en recherche. Puis participer à une étude clinique, c'est aussi bénéficier des affaires qui sont les plus à la fine pointe. Ouais. C'est avoir un suivi hyper particulier. Tu sais, t'as pas ce suivi-là habituellement. Là. C'est un suivi très, très, très Ouais, serré. Moi, je suis sur une étude clinique de 10 ans. Ben, j'ai un suivi beaucoup plus rapproché que les autres patients. Ouais. Est-ce que c'est unique au CHUS? C'est rigoureux. Ben, en fait, Au Québec? Moi, j'imagine que c'est ailleurs, ça mais... s'est développé maintenant dans tous les grands centres de recherche au Québec, puis ailleurs au Canada aussi, puis dans le monde. Mais je dirais qu'on a été quand même assez précurseurs ici à Sherbrooke dans le partenariat patient. Ici, grâce notamment à des gens comme Catherine, à Catherine en particulier aussi, là, mais aussi à toute une équipe de patients et de citoyens qui se sont engagés en recherche, puis de chercheurs aussi, de chercheuses comme Magali et d'autres qu'on a rencontrés tantôt, là, qui déblaient le terrain puis qui travaillent directement avec les patients ou les citoyens partenaires. Puis là, Magali, je me tourne vers vous. J'imagine qu'il y a c'est une autre façon pour les médecins aussi. Il faut accepter des patients comme partenaires. Il y a un travail peut-être je dirais pas de modestie, mais c'est pas tous les médecins qui ont ça, je pense. Mais effectivement, c'est certain que c'est deux paradigmes peut-être un peu différents. Ouais. Peut-être à une certaine époque où est-ce que c'était peut-être un peu plus paternaliste. Oui. Mais c'est sûr que maintenant, tu sais, la posture, je dirais, probablement change. la majorité, c'est ça, là, des médecins ou des chercheurs va changer parce que le savoir expérientiel
permet de transformer complètement nos projets, nos travaux, puis Ben les oui. améliorer. Ouais. Vraiment de les amener à un autre niveau. Et puis, aussitôt qu'on se rend compte de l'apport essentiel que peuvent amener les patients, bien, à ce moment-là, on ne revient plus en arrière. Puis, on ne peut pas non plus se permettre de parler au nom des patients ou de présumer qu'ils vont avoir une préférence sans, c'est ça, là, les impliquer, les consulter, avoir leur idée. Puis souvent, c'est de eux que vont émerger des fois les meilleures idées ou certains projets. Moi, il y a plusieurs de mes projets qui émergent justement de suggestions des citoyens, de patients sur des éléments à améliorer, soit dans les soins, les trajectoires de soins, ou mais nous, qu'on peut pas nécessairement savoir de l'extérieur parce qu'on l'a pas vécu au quotidien, d'avoir à... Concrètement, là, comment ça s'est manifesté, Catherine Wilhelmy, votre participation? Je trouve ça excessivement trippant parce que ça amène des connaissances sur ce qui s'est passé dans ton corps. Ça amène une sorte de pouvoir sur la maladie. J'ai pas le pouvoir de guérir le cancer, mais j'ai le pouvoir de comprendre ce qui se passe dans mon corps, puis d'être capable de connaître un peu mieux le système, de savoir mieux le naviguer. Puis c'est là que je pense que ça peut être intéressant dans le redonner au suivant, d'être capable d'aider d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes capacités, qui n'ont pas la même littératie, les aider à naviguer leur propre parcours de soins, à gagner un peu d'empowerment sur leur propre situation. Parce que quand tu comprends un peu mieux ce qui t'arrive, tu es un peu plus à même aussi de faire des choix éclairés dans ton parcours de soins. Wow. Puis peut-être une chose à mentionner, c'est que les patients partenaires puis les citoyens partenaires maintenant dans la recherche s'intègrent à peu près toutes les étapes de la recherche. Donc, de l'idéation, de la question de recherche jusqu'au transfert des connaissances, puis en passant même par l'analyse, puis même le développement, incluant des développements techniques. Moi, je suis endocrinologue, je traite des patients diabétiques qui ont des pompes à insuline, puis on a des patients qui développent des algorithmes pour leur pompe, open source, puis qui participent même techniquement au développement, puis guidés évidemment par leur expérience pratique là, de patients qui utilisent ces technologies-là. Ils dépassent énormément l'expertise que des gens, des grands spécialistes, entre guillemets, comme moi, dans le domaine du diabète, ont. Là. Donc, c'est des gens qui sont à un autre niveau, là, au niveau de l'expérience patient puis de la capacité à intégrer des connaissances dans la pratique. Moi, je remarque quand on a des patients partenaires autour de la table, le ton change. La transparence est de mise. Les gens sont plus à l'écoute. Sont moins dans « j'arrive avec mon affaire, puis je vais vous faire subir ma vision des choses. » Okay? Puis ça, c'est vrai, peu importe le niveau de pouvoir des gens. Là. Donc, c'est très intéressant. J'aimerais je sais que c'était pas prévu, mais on est dans une époque où tous les critères DEI sont remis en question par, on sait, les gens au sud de la frontière. Ça va percoler ici. Souvent, les gens ont l'impression que c'est un truc qui est très sectaire, qui est pas... Et là, on a une illustration, je pense, parfaite de à quoi ça sert l'inclusion. C'est que là, on inclut des personnes qui, normalement, ne seraient pas là, c'est-à-dire les patients, et ça a une influence énorme sur les praticiens qui étaient... Je sais que c'était pas prévu, André, qu'on en parle, mais je trouve tellement que c'est une illustration. Pourquoi la diversité, on la retrouve dans la nature et il faut la retrouver partout parce que ça amène ça, entre autres. C'est une richesse. C'est une richesse d'inclure les gens. Parce que, sincèrement, là, avec tous les problèmes qu'on a, là, est-ce qu'on a vraiment le luxe de laisser quiconque derrière? Je veux dire, si n'importe qui... Moi, j'ai un garçon qui est autiste. Okay? Donc, il est rendu à 18 ans, il est fonctionnel, on l'a intégré, il est intégré dans la vie de tous les jours. Je veux dire, si on était parti avec l'idée de ne pas intégrer cet individu-là, on ne serait pas à la même place. Là. Cette personne-là va avoir des apports clair dans la société, il va pouvoir amener des choses. Puis ça transforme mon regard personnel, puis ça transforme le regard des autres aussi, des professionnels autour. Donc, je veux dire, c'est une question d'angle, de vision, puis d'opportunité réelle
de faire plus pour tout le monde. Ouais. Docteur Brodeur, on vous a pas entendu beaucoup, mais bon, tantôt on en a parlé un petit peu. Vous dites que les mentalités changent auprès des médecins, mais est-ce qu'il y a encore des résistances par rapport à ces partenariats-là, patients, patientes, avec la recherche? Je dirais peut-être pas nécessairement des résistances, mais peut-être des fois des hésitations de la part de certains chercheurs ou médecins. C'est souvent plus de la méconnaissance, qui veulent bien faire les choses, mais qui savent pas comment faire. Et puis souvent, essayer de faire l'espèce de premier pas et de se jeter dans le vide, puis on sait pas trop comment, et puis qui ont besoin, c'est ça, là, de conseils, d'accompagnement. Donc, c'est souvent un peu ce qu'on va observer qui va manquer. Puis, quelque chose qui est extrêmement important aussi, c'est de faire une distinction entre la participation puis le partenariat. C'est-à-dire? Parce que souvent, tu sais, des fois, les gens vont avoir l'impression, j'ai été invité à participer, je sais pas, à une étude comme participant, puis voilà, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas la même chose. C'est important de faire comme une distinction entre étant, c'est ça, vraiment un participant versus étant impliqué dans le processus de recherche. Je pense que le partenariat patient, effectivement, il y a une définition plus formelle qui est très intégrée, le patient. Mais il y a aussi un développement un peu plus large aussi, puis ça amène un petit peu le concept dont j'évoquais au début, là, de la démocratisation de la recherche, où c'est un peu l'affaire de tout le monde, même par proxy. Bien, c'est parce qu'à un moment donné, on peut se lever debout puis dire moi, je vais chialer sur le système de la santé jusqu'à ce que je meure. Ça, je le fais bien. Ben, pas sûr que ça va donner quelque chose. Ben non, ça fait des décennies que ça marche pas. Mais qu'est-ce que tu es prête à... merci. Magali Brodeur, merci d'avoir partagé vos réflexions. Catherine, je pense que vous restez avec nous. Oui, tu es là tout le temps. Ah, vous êtes là tout le long. Mais bénévole. Je sais pas si vous êtes au courant, là. Oui, c'est parfait. J'ai aucun problème. Hey, merci. Merci beaucoup. Bon, alors, deuxième bloc de cette découverte, partenariat patient-système de santé. On redonne à notre système. Catherine Wilhelmus est encore avec nous. Et là, il y a Denis Boutin, André aussi. Denis Boutin, vous ajoutez à la discussion. Parlez-nous de vous un peu. Bonjour. Je suis un jeune homme retraité d'une soixantaine d'années. Je suis impliqué depuis 7-8 ans dans le partenariat patient, surtout en recherche, mais dans toutes sortes de choses. Vous êtes chercheur ou patient ou les deux? Patient. Je suis seulement patient. Je connais rien en recherche. Je viens d'un background informatique. Au fil des années, je contribue dans certains projets de recherche. Et le déclic s'est fait comment? Je suis diabétique de type 1 depuis 40 ans. Puis, ça fait longtemps que j'ai compris que plus que je comprends comment ma maladie marche, mieux je me porte. Donc, Mais donc, c'était pas suffisant... avec l'information que votre médecin vous donnait dans vos consultations? Je pense qu'on est toujours à la recherche de plus d'informations. Plus de pour le court terme, le moyen terme, le long terme, qu'est-ce qui s'en vient, les inquiétudes, qu'est-ce que je peux prévenir, toutes sortes de choses qui arrivent en recherche qui nous amènent d'autres informations. Puis des fois, le canal via le médecin ne marche pas toujours. Donc, c'est une occasion. Je voyais ça comme une occasion d'apprendre. C'est la première chose, d'apprendre, et éventuellement de contribuer, mais surtout d'apprendre. C'est pour ça que j'incitais beaucoup à avoir deux de nos meilleurs ambassadeurs de la recherche avec nous, là. Parce que c'est ce que Denis et Catherine sont, là. C'est les meilleurs ambassadeurs de la recherche. Et là, on en a besoin. Mais là, vous dites ambassadeur, donc il y a l'idée de répandre la bonne nouvelle? Absolument. Parce qu'il y a des besoins? Ben oui, mais aussi c'est d'intégrer ça, l'activité, dans la trame sociale. Donc, c'est beaucoup plus que juste dire on a besoin de plus. Puis Parce que je sais qu'il y a des mauvaises langues qui nous écoutent, qui vont dire ça doit coûter moins cher. Des patients. C'est d'utiliser mieux les ressources, c'est tout. Tu sais, je regarde quand... Là, c'est pas moi qui dis ça, c'est les mauvaises langues. Moi, je ne suis que le messager. C'est bien, les mauvaises glandes, ça fait avancer les choses. J'ai dit mauvaises langues, mais mauvaises glandes, parfois aussi. Les mauvaises glandes, ça, c'est moi qui les traite, là, les mauvaises glandes. Ça, c'est drôle. Faites des bons lapsus, Catherine. Ouais. Ben oui, tu sais, je regarde les patients qui sont impliqués dans la paire aidance, là. Le temps que moi, je passe
à écouter quelqu'un qui vient d'avoir un diagnostic de cancer. Ouais. Puis cette personne-là qui me dit, j'ai peur, les traitements de chimio, je vais passer 6 mois à tête dans le bol. Ben, ce temps-là que moi, je passe avec la personne, l'infirmière pivot n'a pas besoin d'être avec, l'oncologue peut voir d'autres patients. Fait qu'il y a un temps, une réorganisation. Le chercheur qui consulte des patients partenaires sur son idée de recherche qui est dans le champ par rapport aux besoins des patients, ben il sauve du temps en tabarnouche. Mais je mettrais le mot confiance aussi. Voilà. C'est le mot confiance. Je pense que dans ces relations-là, les gens qui ont fait le même parcours, pas à titre d'observateur, souvent que les gens qui t'entourent dans le système de santé, plus des observateurs, mais les gens qui ont passé dans la même machine, dans le même parcours que toi, amènent un autre type d'information. Bon, donc, transfert de connaissances, on l'a mentionné rapidement, gouvernance des institutions. Ben oui. Gouvernance, ça, c'est un autre... Au centre de recherche, là, depuis 2015-2016, on a maintenant une représentante des patients partenaires sur notre comité de direction. En l'occurrence, Catherine. Encore Catherine. Donc, Catherine qui est là, puis qui participe activement à la gouvernance du centre. Donc, dans toutes les dimensions. Mais ça veut dire quoi, ça, Catherine? Parle, par exemple, d'un projet qui s'en vient. Hey, ça serait le fun qu'il y ait des patients là-dedans. Je vais en parler au comité, puis OK. On va s'impliquer dans tel événement de recherche. Ben, on peut-tu y aller, nous autres aussi, les patients? Fait qu'il y a tout... Tu sais, je suis fatigante, mais j'amène tout le temps la perspective des patients à cette table-là, puis ça amène à regarder les affaires différemment des fois, puis je leur raconte aussi ce que toute notre gang de oiseaux ont fait ensemble, puis des fois ça en inspire, des fois non. Est-ce que, là je pose vraiment des questions à la volée, parce que pour vrai je découvre ça, j'ai quasiment envie de m'impliquer moi aussi. Go, go, go! Ouais, pour avoir plus de rendez-vous. Je vais commencer par ça. Après ça, bon. Est-ce que ça brise aussi quelque chose qu'on pense qui va de soi, mais pas tant, c'est-à-dire l'isolement? Puisque, en tant que malade, on est souvent avec le médecin, puis après ça, on s'en va chez soi, on est un peu seul avec sa maladie. Absolument. Mais tu sais, puis c'est vrai, Denis, tu sais, parlait du diabète. Je pense que toutes les personnes qui se retrouvent diagnostiquées avec une maladie chronique sont devant... En fait, on le sait qu'on n'est pas seul, mais on est seul. Ben oui. On sait qu'on n'est pas, à moins d'être dans souffrir d'une maladie orpheline, bon, mais le diabète, on le sait qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent, l'asthme, même chose, le cancer aussi. Les maladies rhumatoïdes, les douleurs chroniques, name it, là. Fait que la participation du patient, ça fait aussi qu'il y a des comités qui se forment et on brise l'isolement. Oui. T'sais, l'idée de recherche que j'avais au départ qui m'a amené là-dedans, c'était pour briser l'isolement du monde qui sont en pré-diagnostic du cancer. Il y avait pas de service offert. Ça veut dire quoi, ça, un pré-diagnostic? Ben, c'est le bout entre quand tu taponnes une bosse. T'as l'impression que t'as quelque chose. Tu sais qu'il y a quelque chose parce que c'est pas normal. Puis le bout où on te dit, t'as un cancer stade 3, grade 3, puis voici, tu commences la chimio la semaine prochaine. Fait que ce bout-là, c'est inquiétant. Je vais-tu être capable d'amener mes enfants à majorité? Qu'est-ce que je fais? Sont où mes papiers? Je suis en ordre? Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui... Puis tantôt, j'ai fait une blague avec l'empathie n'est pas bien répartie, mais c'est une blague dans la mesure où il y a quelque chose qui sort du rôle du médecin d'expliquer tout ça. Et c'est là que ce partenariat-là, moi je le trouve en tout cas intéressant parce que c'est une expertise qui n'était pas prévue dans la formation des médecins et qui est dans les mains des patients qui ont envie de jouer ce rôle-là. C'est fou quand même, c'est intéressant. De dire à des patients qui sont en pré-diagnostic du cancer, regarde, sors tes papiers d'assurance, ça te donnera pas le cancer, mais tu vas être prête s'il y a quelque chose. Va chez le dentiste parce que si jamais t'as à avoir des traitements de chimio, tu pourras plus les avoir. Fait que s'il y a quelque chose à faire, fais-les maintenant. Ça te donnera pas le cancer, mais tu vas être prête s'il y a quelque chose qui arrive. Fais-toi faire tous les vaccins de petits vieux. Demande à ton médecin qu'il te fasse le papier. Tu y as droit. Vas-y, ça te donnera pas le cancer, mais tu vas être prête. C'est ça. Fait que ce genre d'affaires-là, c'est pas nécessaire que ce soit un médecin qui partage ça aux patients. En fait, c'est même pas souhaitable que ce soit un médecin parce que
le temps des professionnels est tellement compté pour leur expertise que ça fait plein de sens qu'il y ait d'autres ressources disponibles pour répondre à ces besoins-là. Puis chacun, je pense que je vois toujours, je raconte souvent ça à Catherine, il y a comme un rôle, chacun a son rôle à sa hauteur. Puis je pense que ce qu'on cherche là-dedans, c'est que d'être soi-même. Tout ce que tu veux, tu vas avoir un peu, en fait, quand on fait trop longtemps qu'on est là, moi je dis tout le temps ça, quand ça fait trop longtemps, je deviens, Catherine n'est pas d'accord, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que la naïveté a beaucoup de valeur là-dedans. Ah. Moi, je pense à quoi, ça? De venir dire que telle chose, je comprends pas, ça marche pas. Moi, je trouve que ça a beaucoup de valeur de venir dire ça. Au bout d'un certain temps, quand tu es là, tu réalises pas que tu savais plus. Là, tu l'as appris au cours du temps, mais que des gens, des nouvelles personnes arrivent et disent ça marche pas, ça, je comprends pas ce que vous faites. Moi, je pense que ça a beaucoup de valeur, ça. De le dire, d'être capable de le dire. D'être capable de le dire. Puis que les gens qui sont là depuis longtemps, dans tous les niveaux, là, c'est pas rien que bon pour la médecine, finalement. C'est bon partout. Mais que les gens réalisent que, finalement, il y a quelque chose qui échappe là, au fil du temps, sans s'en rendre compte. Moi, là, je rêve du jour où il va y avoir des patients partenaires dans les quartiers. Il y a des pancartes parents secours, il y a des pancartes surveillance de quartier. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait une pancarte partenaire en santé, du monde qui connaissent le système puis qui sont capables d'aiguiller les autres. Tantôt, on parlait avec Magali de la posture très paternaliste, là, mais porte-toi, il y a 100, 150 ans, chacun s'occupait de sa santé. Aujourd'hui... Avec plus ou moins de succès. Hein? Comme Denis. Je veux dire, les gens mourraient moins vieux qu'aujourd'hui. C'est correct, mais ma mère, ma grand-mère, ils savaient quoi faire quand j'avais une otite. Ils savaient quoi faire quand j'avais une amygdalite. Il y a des affaires qu'on sait déresponsabiliser de notre santé, prendre soin de soi. C'est pas grave. Si je brise, le système va me réparer. On a une responsabilité par rapport à notre propre santé. Vous plaidez peut-être pour que les patients partenaires deviennent des petits CLSC comme les CLSC auraient dû l'être à leur création, là. C'est-à-dire une ressource de quartier populaire. Non. C'est une partie de la solution. C'est un petit morceau du CLSC, si vous voulez. Mais c'est pas un CLSC. Mais non, patient partenaire. Mais je pense que c'est une articulation plus intelligente, peut-être plus sage des citoyens, des patients à l'intérieur du système de santé au sens large. Avec peut-être effectivement cultiver la patience puis l'autonomie de dire peut-être qu'effectivement, un rhume, une fièvre nécessite pas de visite à l'hôpital. Nécessite pas nécessairement qu'on s'énerve. Il faut observer, puis il faut prendre certaines précautions. Puis il faut savoir exactement quoi faire, puis qui appeler à quel moment. Donc, je pense que c'est beaucoup ça. Puis c'est une participation plus active, autrement dit, des gens à leur santé. Tout ça est passionnant. Je découvre vraiment plein de choses. Vraiment. Merci. Martine Charec, vous vous joignez à la conversation? Oui, bonjour. Parlez-vous un peu? Je suis professeure agrégée en santé communautaire à l'Université de Sherbrooke et je suis titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur l'équité en santé urbaine et les jeunes. Donc, je m'intéresse à l'aménagement urbain, entre autres, et la santé, les inégalités sociales de santé chez les adolescents et les jeunes adultes. Là, on est dans cet épisode qui est beaucoup dans le partenariat avec les patients. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à l'édifice de toute cette réflexion? Moi, vraiment, je suis assis, mais métaphoriquement, je suis en bas de ma chaise. Je ne connaissais pas du tout je pense que je peux peut-être lancer la discussion en disant que, on parle beaucoup de l'intégration des patients partenaires. Je pense qu'on a parlé avec Catherine, puis avec Denis un peu, puis on a vu un petit peu des gens qui sont bien intégrés dans le partenariat patient, qui ont une certaine littératie. Hein? C'est des gens avec une formation, qui ont vécu des événements de santé, effectivement, mais qui ont une certaine organisation dans leur vie qui leur permet de s'intégrer. Mais là,
si on veut vraiment aller au bout de l'idée d'inclusion, puis de vraiment avoir la perception des patients dans tous les domaines potentiellement, ben là, il faut penser à des gens qui ont des limitations. Là, Martine, vous entrez en jeu. Comment on fait pour développer, en fait, des stratégies pour aller chercher ces gens-là? C'est une bonne question. Je peux surtout parler des défis puis des obstacles pour commencer peut-être. Puis surtout dans mon cas à moi, donc moi je travaille plus en amont de la maladie, donc je travaille en prévention, en promotion de la santé. Donc mon intérêt c'est de parler puis de recruter autant dans mes études que dans des comités aviseurs, des comités que j'appelle plus citoyens partenaires, des gens qui n'ont pas nécessairement vécu des enjeux de santé. Donc, ils ne sont pas malades, donc leur intérêt personnel n'est pas nécessairement développé, là, comme vous l'avez sûrement déjà mentionné. Donc, mon premier défi, c'est vraiment de rejoindre puis de recruter ces gens-là, de leur vendre un petit peu l'idée du pourquoi ils devraient s'impliquer dans ce genre de démarche-là. Puis comme André le disait, c'est encore plus difficile dans le cas de personnes qui vivent des situations de vulnérabilité. Mais je pense qu'une des clés du succès, c'est vraiment que nous, on s'adapte à eux, à leur façon de faire, à leur vocabulaire, à les lieux où eux se sentent en sécurité. On ne les fait pas venir à l'université ou à l'hôpital lors de la première rencontre. On va aller dans des cafés ou dans des endroits qu'eux vont avoir choisis, puis où ils se sentent en sécurité de nous parler de leur vie. Puis ça, on pense que ça va de soi, mais moi, je me rappelle, pendant la COVID, c'était ressorti qu'il y a des gens qui n'allaient même pas se faire dépister parce que leur rapport à la santé était tellement, je dirais peut-être conflictuel, c'est peut-être pas le bon terme, mais qu'ils ne se sentaient pas presque, je pourrais même dire, digne d'aller à l'hôpital pour se faire. Et c'est un enjeu d'aller tester ces gens-là. Puis ça, on l'oublie. On a l'impression que ça va de soi aller à l'hôpital, puis que je suis malade, je vais à l'hôpital, mais pour des populations précises, ça ne va pas de soi. Non, effectivement, peut-être juste parler un peu souvent on parle d'accessibilité physique à certains lieux, mais il y a de l'accessibilité sociale aussi. Il y a des gens qui ne se sentent pas en sécurité, qui ne sentent pas qu'ils appartiennent même à différents lieux. Donc, ça, c'est une des premières barrières à franchir, puis elle est quand même difficile à détecter parfois. Tu parlais de s'adapter à eux autres. À un moment donné, j'avais recruté un patient partenaire itinérant. Mais, tu sais, comment le rejoindre? Ben, tel jour, je suis en dessous du pont, machin. Tel autre jour, je suis au partage Saint-François. Tel autre jour, je suis là. C'est que c'est pas la même... Mais non. Tu sais, il faut s'adapter à ces affaires-là. Partir avec l'idée que c'est ce genre de relation-là qu'on veut établir avec les patients ou les citoyens, ben ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc ça, c'est un défi. Des fois, personnellement, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie. Ça prend des ressources financières aussi. Donc, peut-être le côté recherche, c'est vraiment un des obstacles puis un des défis, je dirais, de réaliser qu'il faut prendre le temps, prendre les recherches. C'est pas une implication qui est nécessairement valorisée dans les structures académiques. Je pense qu'on s'améliore de ce côté-là, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Catherine, je pense qu'il y a une place là-dedans, justement, pour du mentorat par des patients partenaires qui sont là depuis plus longtemps. J'avais rencontré à un moment donné un patient partenaire qui venait de la rue puis qui était rendu co-titulaire d'une chaire avec une chercheure à Montréal qui avait vécu 15 ans sur la rue. Puis là, il coachait des nouveaux patients partenaires issus de la rue. Fait que ça peut être une façon de sauver du temps pour les chercheurs. Et pour la personne en situation d'itinérance, c'est extrêmement riche, là. C'est inspirant. Absolument. C'est très inspirant. C'est des modèles de rôle. À un moment donné, on peut faire éclater les frontières du possible pour des gens. Puis, tout à fait. Il y a certaines de ces personnes-là qui n'ont jamais... Puis, je ne travaille pas directement avec l'itinérance, mais j'ai vu assez de misère dans ma vie comme clinicien. Et moi, j'ai vu des gens dont l'horizon est fermé à cause de leur expérience personnelle. Puis ils ont véritablement l'impression qu'ils ne peuvent pas dépasser cet horizon-là.
Puis c'est complètement fermé. Ouais. Puis peut-être ajouter, c'est que des fois, les horizons sont fermés pas juste parce que ça leur tente pas ou Non. des fois, c'est des traumas, ça peut être très, très, très profond. Donc, du côté de la recherche aussi, peut-être qu'on mérite d'être un petit peu mieux formé sur des approches qui sont sensibles aux traumas. Est-ce que les jeunes, c'est un défi particulier? Oui, ben dans mes projets, en tout cas, j'ai quand même des difficultés à rejoindre les jeunes, à les recruter. C'est sûr qu'on réussit à rejoindre les gens qui sont déjà mobilisés. Oui. Je travaille beaucoup en aménagement urbain avec les politiques municipales et tout ça. Donc, les gens qui sont très impliqués en politique, ben ils vont être partants pour participer à mes projets. Ouais. Mais si c'est pas un enjeu qui les intéresse d'emblée, les jeunes, on sait, ils jonglent avec plusieurs sphères de vie aussi. Ben oui. Donc, tu sais, de faire partie du comité en pleine journée ou même le soir, ben ils ont la famille, l'école, le travail, toutes ces autres choses-là à faire aussi. Donc, c'est vraiment pas leur priorité. Donc, les jeunes, Catherine, tu me diras comment toi tu vis ça, mais c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas la même affaire qu'avec une gang d'adultes. Moi, la première fois que j'ai rassemblé les jeunes pisteurs, c'était pendant la pandémie, dans une réunion Teams où je n'avais 2 hyperactifs qui spinaient sur leur banc, puis qui mettaient des oreilles de lapin, puis name it. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec eux autres? Je vais être gardienne une fois par mois? Ou, mais c'est quoi les jeunes pisteurs? Ben, c'est des jeunes en recherche. Oui. C'est des jeunes qui ont initié un projet de recherche pour étudier est-ce que les enfants qui ont un parent atteint du cancer ont des besoins particuliers qui sont différents de ce que les adultes ont trouvé. Bien sûr. Puis est-ce qu'ils sont capables de plus en parler avec des jeunes qu'avec les adultes. Fait que c'était eux autres qui menaient les groupes de discussion. Wow. Ils ont participé à l'analyse des données. C'était leur idée. Fait que, tu sais, puis ils ont diffusé l'information dans des congrès internationaux. Fait que c'est des jeunes qui ont participé qui ont mené la recherche soutenue par des chercheurs. Le rôle était inversé. C'était pas des patients partenaires qui sont impliqués dans une équipe de recherche. C'est une équipe de recherche de jeunes qui ont impliqué des chercheurs dans leur équipe. Wow. C'est une idée brillante parce que effectivement, ça amène la perception d'un jeune. Puis, comme adulte, on a l'impression, parce qu'on est passé par là dans la jeunesse, qu'on est encore au même niveau. Là, on voit bien que les besoins de communication, puis le niveau, je dirais, de communication émotive ou d'intelligence émotive versus l'intelligence plus procédurale, on va dire, est pas au même niveau. Puis là, ben, ça nécessite une adaptation. Puis la paire aidance, là, est encore une fois très utile. Ben oui. Puis on oublie que pour en avoir un tout jeune à la maison, des choses très, très... Du quotidien, des fois, qui peuvent être un peu conflictuelles. Les enfants, souvent, c'est des éponges. Fait, imagine dans un contexte où un des 2 parents a le cancer, les 2 parents sont en détresse. Alors, souvent, l'enfant va peut-être être un peu en retrait, mais lui, il vit ça, là. Il sent qu'il y a quelque chose, là. Absolument. Puis, tu sais, les résultats de cette étude-là, c'était effectivement, il y a des affaires, la plupart des choses, ils sont très à l'aise, très en confiance pour en parler avec leurs parents, mais il y a des trucs très sensibles sur lesquels ils n'oseront pas en parler. La mort, l'apparence physique, c'est des choses qu'ils vont parler avec des pères, mais pas avec leurs parents. Hey, merci, vraiment. Ben, merci à vous. Merci. Bon, moi, j'ai envie de rebondir, Catherine, sur ma petite boutade de CLSC, là, que vous disiez, moi, je pense qu'il devrait y avoir des patients partenaires dans les quartiers. Ben, est-ce qu'on se dirige vers ça? Des centres communautaires de recherche qui seraient décloisonnés des centres comme ici, comme le CHU? Je pose la question. Moi, je pense que le plus on va rapprocher la santé des gens, le plus les gens vont se sentir concernés. Oui, mais là on parle de recherche, c'est quand même un autre... Ben oui. C'est un autre niveau. Absolument. Mais mettons, là, on travaille avec le comité sur une formation grand public sur le cancer. Oui. Qui ne sera pas déprimante et pas ennuyante. Donc, pas faite uniquement par des médecins. Ben non, mais je pense que ça amène un peu ça,
j'ai l'impression, en fait, que ça amène ça, ce partenariat-là avec les patients et les patientes, c'est qu'on sort, et puis je les aime, les médecins. Là. J'en ai même déjà aimé pour vrai. Là. Mais... tu sais, j'ai le cœur brisé. C'est peut-être pour ça que j'étais un peu dans ce point. Pauvre Je fais des blagues. Non, mais j'ai l'impression que c'est un vent de fraîcheur. Vraiment, cette idée-là. Oui, je pense que oui. Ben, en fait, j'irais plus loin que juste simplement, tu sais, faut pas cloisonner le communautarisme versus les centres de recherche comme chez nous. En fait, pour moi, je vois ça comme un réseau d'action. Ouais. Puis l'image que j'utilise souvent, c'est le hockey. Encore une fois, on est bon au hockey au Québec, là, on aime ça, hein, puis tout le monde aime bien ça, puis il y a beaucoup de gens qui jouent au hockey là, dans les quartiers, puis en même temps, on a des équipes professionnelles, on a des équipes de haut niveau international. Ben, moi, je vois ça exactement pareil. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut très bien jouer au hockey dans son quartier, puis rester au niveau local, mais on peut aussi développer une carrière internationale au hockey, puis être dans les tops internationaux aussi. Ouais. Puis en fait, on peut avoir une communication entre ces éléments-là. Puis on peut aller voir la game du Canadien ou de l'équipe Canada. Puis on peut aller voir la game locale aussi, puis aimer ça pareil. Puis donc, en fait, c'est un peu comme ça que je le vois. Puis un centre de recherche comme le nôtre, on en a discuté beaucoup dans les 2 épisodes. Il y a des affaires absolument uniques, extraordinaires, des affaires qu'on est les seuls à faire au monde, là, puis des expertises extrêmement nichées. Mais ça n'empêche certainement pas les gens de participer à ce genre d'activité-là, s'y intéresser, puis avoir des occasions d'interaction, voire même d'intégration dans les équipes de recherche. Puis c'est vrai pour nos patients partenaires ici, c'est vrai pour Denis, c'est vrai pour Catherine, c'est vrai pour bien d'autres personnes. Mais on peut développer ce concept-là, puis dire, ben on démocratise, puis on rend ça... c'est une activité socialement acceptable. Mettons qu'on veut donner des pistes pour les gens qui nous écoutent pour qu'ils fassent ça dans leur communauté. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, on pourrait se greffer à des organismes communautaires qui traitent d'un sujet qui nous intéresse. Et moi, par exemple, je suis impliquée dans un organisme communautaire sur le cancer. Oui. Ben, j'ai amené la recherche là. Oui. Puis, tu sais, c'est d'intéresser, c'est de devenir intéressé assez pour en parler à d'autres. Oui. Tu sais, les gangs qu'il y a dans les organismes communautaires, c'est eux autres qui sont le plus collés sur le terrain. Ça, c'est vrai. C'est eux autres qui sont le plus à même d'identifier c'est quoi les besoins des personnes, puis qui ont le plus grand lien de confiance avec les personnes. Oui. Fait que de passer par ces gens-là, de travailler avec ces gens-là pour développer le partenariat patient, puis développer la connaissance par rapport à sa santé, c'est une porte d'entrée extraordinaire. Oui. Oui, je voudrais peut-être ajouter une variante à ce que tu parles dans le communautaire. Moi, j'ai toujours rêvé un peu, quand on va à l'hôpital, j'ai toujours l'impression qu'on y va sur invitation. Mais dans le fond, quand tu as besoin d'aide, j'aimerais ça que ce soit une place où j'aurais de l'aide au niveau où est-ce que c'est possible d'en avoir. C'est-à-dire, si je suis capable d'avoir un spécialiste, c'est super le fun, mais c'est peut-être plus difficile. Mais peut-être qu'en attendant la visite de ce spécialiste-là, j'ai peut-être un groupe qui va m'aider, je parlais de diabète tantôt, qui pourrait peut-être me donner un coup de main, des pairs qui pour en jaser un peu, tout simplement. Je comprends que j'aurais pas un traitement ou rien scientifique, mais au moins juste me rassurer. Mais c'est pas un traitement qu'on a besoin. Peut-être, effectivement, dans certains cas. Exactement, peut-être. Donc, je vois ça un peu plus, un peu dans sa même image, peut-être que le communautaire, mais aussi d'une façon, quand j'ai besoin d'aide, je peux me rendre à cet fameux hôpital-là et on va au pire, entre guillemets, au pire, je verrai quelqu'un qui est comme moi, qui a vécu la même chose que moi, qui pourra m'aider, me suggérer, m'aiguiller là-dedans, dans ce parcours-là. Ouais. La recherche, je vois ça comme en bout de parcours. Donc, je vois ça comme... Donc, aujourd'hui, j'ai un problème de santé, demain, j'ai besoin d'informations, et j'évolue là-dedans. Et plus tard, c'est la recherche qui m'intéresse. J'entends souvent parler de l'Ozempic,
qui a été développé dans les années 80 pour des produits qui sont faits, qui sont sur le marché récemment, il y a quelques années. Donc, la recherche, c'est du long terme. Il ne faut pas l'oublier, la plupart du temps, en tout cas. L'autre chose, ça va se développer de manière variable puis de façon opportuniste. Puis l'exemple de nos patients partenaires, ça a été des développements opportunistes. C'est des accidents de parcours quasiment, c'est des rencontres d'individus qui ont par accident développé des relations, puis ça a amené des opportunités supplémentaires, puis ça a amené une implication, un engagement beaucoup plus fort. Puis en fait, ce qu'il faut, c'est d'essayer de créer ces opportunités-là avec une plus grande fréquence. Tu sais, quand on joue dans des équipes de hockey mineurs, mettons, on n'est pas égal tout le temps. André, il faudrait élargir le spectre des sports, parce que là, pour ceux qui ne jouent pas au hockey... Là... Ça peut être les équipes de génie en herbe, ça peut être les groupes de musique. Hein? Moi, je suis dans un groupe de musique, mais je n'ai pas toujours été dans ce groupe-là. Puis des fois, on pratique plus, des fois, on pratique moins. Des fois, on n'a pas de show pendant un an. On ne fait pas d'album. Mais vous faites de la musique quand même. Ah, puis c'est ça. On peut dire qu'à ce niveau-là, moi, je suis très local, très vous êtes plus bad très amateur. Oui, absolument. Mais dans d'autres domaines, on est ailleurs. Donc, ça, je pense qu'il faut le voir comme ça. Là. Puis l'important, c'est que dans notre écosystème, on est de tout. Oui. Hein, qu'on ait les stars internationales, puis on a les gens qui sont plus au niveau dans la ligue de garage, mais qui sont importants pareil, parce que le petit gars qui rentre dans la ligue de garage, là, qui commence à jouer au hockey, là, va peut-être devenir la star demain. Là. Et c'est pas ça le but d'être la star. Non. C'est d'avoir du plaisir dans notre ligue. Exact. Pour surtout de faire avancer la collectivité puis faire avancer les choses. Oui. Mais je suis d'accord avec toi, tout le monde peut contribuer là-dedans, mais j'ai pas de mémoire des chiffres, mais dans la presse, on voyait justement que dans quelques années, le pourcentage de retraités va être immense. Oui. Moi, je vois ça comme une opportunité aussi. Il y a beaucoup de personnes là-dedans qui ont beaucoup de compétences dans toutes sortes de domaines de la vie qui sont disponibles et sont disponibles pour donner un coup de main. Puis le système de santé, même si on rajoutera 2 milliards demain matin, je pense pas qu'on règle le problème. Là. Donc, il y a un autre problème, il y a une autre façon d'aborder ça qu'il va falloir imaginer. Puis, c'est bien beau le communautaire, mais il va falloir l'organiser. Puis, je pense qu'il existe déjà beaucoup de choses. Hein. C'est pas non plus pour tirer sur les choses qui existent pas. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Je ne sais pas si c'est de réorganiser, de restructurer ces choses-là, de faire des portes d'entrée plus formel pour certaines choses. Je ne sais pas exactement la recette, là, mais il y a de quoi qui existe déjà. Donc, qui est à ce niveau-là, de tirer profit de cette masse-là qui est disponible. Oui. Je pense que ça va être le mot de la fin pour ce segment-là. Absolument. Catherine Oulielmi, merci. Vous nous avez accompagnés tout le long. J'espère que je n'ai pas heurté là, avec mes petits commentaires des fois. Ça en prend plus que ça. Je pense que oui. C'est pour ça que je me suis permis. Denis Boutin, merci. Merci. Vraiment. Pour vrai, ça me donne envie. Pas juste pour avoir des rendez-vous, là. J'ai fait une blague tantôt, là. Je pourrais embarquer dans un de vos comités de recherche, André, puis animer ma guitare. Ben oui. Hey, on pourrait jamais à la fin. Ah, yes. Hey, merci. Vraiment, c'était passionnant. Merci. Bon, André Carpentier, le mot de la fin? Merci beaucoup. C'est le fun parce qu'au cours des 2 épisodes, on est allé en crescendo, je pense. Mais tout ça est lié parce qu'en fait, on peut faire de la recherche très nichée puis développer l'innovation. Il faut, parce que c'est le propre de la recherche aussi. Là. On ne peut pas juste travailler dans des affaires très larges puis un peu vagues. Puis ça. Mais en même temps, il faut intégrer la population dans la recherche. Puis il faut démocratiser la recherche. C'est absolument important. C'est important à tous les niveaux. Là, au niveau de la formation, au niveau des décisions politiques, au niveau de la place, des ressources qu'on doit allouer ou pas, puis comment est-ce qu'on organise les choses. C'est important au niveau de la performance de nos systèmes aussi, puis de l'émulation. Les professionnels qui travaillent dans un environnement où les connaissances avancent, les pratiques changent, puis qu'il y a un certain challenge, puis qui ont un pouvoir aussi, ils sentent qu'ils ont un apport réel dans la transformation des choses, les gens se sentent en pouvoir davantage, puis beaucoup plus impliqués. Là. Je ne sais pas si ça a été mesuré, mais est-ce que on peut même imaginer que ça peut avoir des impacts sur la guérison, rémission? Bon, on l'a mentionné au cours des épisodes, les gens
participent au projet de recherche simplement comme participants ont des meilleurs devenirs cliniques. Oui. Ça a été bien démontré. Puis, il y a une question de... Là, attendez, c'est un terme un peu technique, de devenir clinique, c'est-à-dire qu'ils ont un meilleur pronostic. Oui, c'est ça. Ils ont un meilleur pronostic, donc ils s'en tirent mieux. De manière générale. Même quand ils sont sur le placebo. Donc, c'est pas juste l'effet de la nouvelle technologie ou de la nouvelle molécule qui serait supérieure encore. Là. Donc, le groupe placebo, c'est l'implication, c'est l'intégration, c'est la rigueur de suivi. Il ne faut pas oublier que la recherche vient avec un principe de rigueur et de contrôle de qualité. Ouais. OK? Donc, ce qu'on n'a pas nécessairement partout dans nos soins, hein, puis quand on fait nos activités, là, peu importe lesquelles, là, on n'a pas tout le temps la rigueur de contrôler très bien, puis de respecter nos propres protocoles tout le temps. Là. En recherche, c'est built-in, c'est intégré. Puis, on est audité en externe. Moi, comme médecin, là, les seuls audits externes que j'ai, c'est dans en qualité de chercheur. Okay? Donc, à quelque part, on se tient les fesses serrées aussi là, quand on se fait vérifier comme ça. Là. Puis je pense que c'est, évidemment, ça vient avec un certain stress, mais en fait, on apprend à structurer nos choses, à monter notre travail de manière beaucoup plus rigoureuse. Puis ça, ben, je pense que ça peut beaucoup aider le système. Puis quand les gens comprennent puis s'intègrent à cette façon de procéder, ben ils se donnent du pouvoir d'agir, hein, puis un certain contrôle sur leur devenir. Ben merci. Je vais vous relancer. Là. Je suis sûr qu'on n'a pas fait le tour. Il y a d'autres affaires qu'on pourrait... on aurait pu faire plusieurs épisodes. Moi, je suis toujours ouvert. Hein? Moi, je suis toujours ouvert. Hein? C'est ma job dans la vie. Merci beaucoup. Ben merci, vraiment. C'était vraiment intéressant tout ça. Merci. Merci. Alors, un petit mot rapidement pour remercier, bien sûr, André Carpentier, mais aussi ceux qui ont participé à la deuxième partie. Catherine Wilhelmy, Denis Boutin, Magali Brodeur et Martine Charec. Et je crois qu'on va se retrouver avec l'équipe d'André Carpentier parce qu'on n'a pas fait le tour. Vraiment, une chaire de recherche, un centre de recherche extrêmement dynamique à Sherbrooke. Je pense que ça témoigne aussi du dynamisme de la recherche universitaire partout au Québec. Alors voilà, nous on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode dont on a fait nos recherches.